Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole à la diaspora. Aujourd'hui, nous recevons Amadou Cherif Diouf. Il est le représentant du parti PASTEF au Canada. Nous le recevons pour avoir le point de vue d'un Sénégalais de la diaspora, mais également le point de vue du militant et responsable du parti PASTEF, particulièrement sur la situation actuelle du Sénégal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter un document qui retrace un peu le parcours de M. Diouf. Début février 2021, le Sénégal, un havre de paix, est secoué par une crise sans précédent. L'élément déclencheur, une affaire de mœurs opposant une citoyenne sénégalaise, Adji Sarr, et le leader du parti politique PASTEF, Ousmane Sonko. On commence alors à parler de l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. La plaignante Adji Sarr accuse Ousmane Sonko de viol et de menaces de mort. L'accusé convie chez lui les médias pour une conférence de presse le 7 février 2021. Il avoue avoir été au salon de massage où travaillait la plaignante seulement pour des raisons de santé et accuse le gouvernement d'un complot pour l'écarter de l'arène politique. Il appelle ses partisans à la résistance. Des heurts sont notés le lendemain entre ses militants et la police. Il refuse de répondre à la convocation de la gendarmerie en brandissant son immunité parlementaire. Le procureur introduit une demande de levée de son immunité. Les familles religieuses et la société civile entament des médiations pour qu'Ousmane Sonko aille répondre afin d'éviter un drame si toutefois un mandat d'amener est émis. Il accepte d'aller répondre au juge après une déclaration de presse le 2 mars 2021 montrant son respect pour les guides religieux. Le 3 mars 2021, à 9 h, il quitte son domicile à la cité Keur Gorgui, accompagné de ses militants pour se rendre au tribunal. Son cortège voulant emprunter l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, le préfet et les forces du GIGN lui bloquent le passage et lui demandent de passer par la corniche. Un itinéraire qu'il refusera catégoriquement. Après quelques heures de négociation, il sera arrêté pour trouble à l'ordre public. Un soulèvement populaire va s'en suivre. Dans presque toutes les régions du pays, des manifestations d'une rare violence vont bouleverser la quiétude des Sénégalais pendant 5 jours, propulsant l'image du Sénégal d'une manière jamais souhaitée sur l'international. Plus de 10 morts enregistrés et des centaines de blessés. Le 7 mars, le président de la République, Macky Sall, s'adresse à la nation et appelle à l'apaisement. Une sortie que beaucoup de dignitaires avaient réclamée auparavant pour calmer les esprits, mais sans succès. Le 8 mars, Ousmane Sonko fait face au juge qui le met sous contrôle judiciaire et le laisse rentrer chez lui. Ses militants jubilent et l'accalmie sera notée depuis ce jour. Aujourd'hui, dans votre émission Parole à la diaspora, nous recevons Amadou Cherif Diouf, qui est le représentant du parti PASTEF au Canada. Il a été très actif durant ces quelques jours de manifestation ici au pays de l'érable. Comme ceux du Sénégal, les militants du PASTEF au Canada ont manifesté leur soutien à leur leader et ont réclamé la conservation des acquis démocratiques. Mais qui est Amadou Cherif Diouf? Militant aux premières heures, il obtient son baccalauréat au lycée Blaise Diagne de Dakar en 1996. Après son entrée à l'université Cheikh Anta Diop, c'est en 2001 qu'il reçoit son diplôme de maîtrise en sciences économiques. Il travaillera après au ministère de la Santé comme cadre de gestion pendant 6 mois. Il quitte le Sénégal et séjourne 4 ans en Angleterre où il apprend l'anglais au Wilson College. C'est en 2007 qu'il arrive au Canada après un DESS en gestion des personnes dans le milieu du travail. En 2008 à l'UQAR, il intègre la Caisse des Jardins en 2009 comme conseiller en finance, puis conseiller en investissement retraite et aujourd'hui conseiller en gestion de patrimoine. Il est marié et père de 4 enfants, Wateou, Wali, Liwan et Yandé, des noms authentiques qui reflètent les origines sérères de notre invité.
Bonjour, monsieur Amadou Chérif Diouf. Est-ce bien cela C'est bien ça, oui. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va bien, merci. Merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission Parole à la diaspora. Je pense que c'est une première que nous recevons un homme politique. C'est un plaisir aussi pour moi et c'est l'occasion pour moi de vous remercier non seulement par rapport à cette invitation-là, mais par rapport au travail que vous faites pour montrer le rôle de la diaspora dans le cadre général pour le Sénégal. Donc je pense que je fais partie des premiers à m'être abonné à votre page et depuis lors, je n'ai pas manqué une seule émission. Effectivement, ça nous fait plaisir, Monsieur Diouf. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Diouf, depuis début février, le pays de la Teranga, notre Sénégal, est secoué par une affaire de mœurs qui a fini par être un problème national et même international. Tous les citoyens sénégalais où se trouvent dans le monde ont été touchés par cette crise. Mais avant de vous poser quelques questions que ce soit, je suis tentée un peu de revenir au début de l'affaire. Le PASTEF, c'est un parti qui est arrivé 3e aux élections présidentielles. Entre-temps, il a grandi, il y a eu de la maturité dans les rangs. Et alors, comment l'entourage d'Ousmane Sonko a pu être aussi négligent sur la santé et les soins de votre leader? Si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr. Vous excuserez le terme s'il n'est pas approprié. Regardez, d'abord, je ne comprends pas lorsque vous parlez de négligence par rapport à la santé de notre leader. Parce que, comme vous l'avez suivi, en même temps que tous les Sénégalais, notre leader, Ousmane Sonko, a des problèmes de santé. Ces problèmes de santé-là l'ont conduit à aller se faire masser dans un institut reconnu par l'État qui a toutes les licences nécessaires pour pouvoir exercer ce métier-là. Par conséquent, moi, je ne vois aucun problème qu'un Sénégalais qui a un problème bien défini puisse aller dans un business bien défini qui est en mesure de lui régler son problème. Par conséquent, je ne vois pas du tout, je ne suis pas sur la même longueur d'onde que vous, je ne vois pas qu'il y a un problème, on n'a rien fait d'illégal. Donc, je ne vois pas du tout une négligence par rapport à ce qui s'est passé. Mais quand je parle de négligence, je me dis que le parti PASTEF maintenant, quand même, vous êtes arrivé 3e, ça veut dire que c'est un grand parti maintenant, que personne ne peut négliger au Sénégal. Et puis, M. Sonko, il a eu des problèmes de dos. Comment vous êtes organisé au niveau interne? Normalement, ce problème devait être su des membres du bureau politique du PASTEF, pour au moins que tout le monde puisse en discuter, trouver les voies et moyens pour lui trouver une solution, au lieu que lui, il se débrouille tout seul. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais il faut comprendre la structure de notre parti. Peut-être que cette occasion-là, cette affaire-là va nous permettre de rectifier, mais notre parti est très bien organisé. Nous avons des structures qui s'occupent vraiment de tout ce qui concerne le parti dans le cadre général. Mais des problèmes de santé personnelle de notre leader, pour qui le connaît, avec la pudeur avec laquelle il gère ses affaires, comme beaucoup de membres du bureau politique l'ont dit, n'étaient même pas au courant de son problème personnel de santé. Il faut comprendre qui est l'homme pour pouvoir comprendre pourquoi ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je le fréquente quand même depuis 5 ans, depuis que je suis entré à PASTEF, 6 ans cette année, en 2015. À travers Ousmane Sonko, je vois l'homme typique sénégalais qui pense plus aux autres qu'il ne pense à lui-même. Ousmane Sonko n'est pas le genre à venir dire à PASTEF « Non, j'ai tel problème, venez m'aider à régler ce problème-là ». Il trouvera toujours un moyen de régler ses problèmes lui-même. Lui, ce qui le préoccupe, c'est les autres, c'est pas sa personne. Est-ce une bonne chose? Peut-être pas nécessairement ça, mais c'est la personne de Ousmane Sonko. Il est temps que les Sénégalais sachent à qui nous avons affaire. C'est une personne assez particulière qui croit fondamentalement au service public, qui croit fondamentalement au Sénégal et aux Sénégalais, qui, en quelque sorte, ça, il ne l'a pas dit lui-même, mais moi, je peux comprendre qu'ils se disent, écoutez, voilà une dame qui est courageuse, qui vit dans une maison avec sa famille, qui a son business, mais
Ousmane Sonko serait le genre à dire je vais y aller pour soutenir le business parce qu'il croit au Sénégal, il croit à l'entrepreneuriat sénégalais. C'est de cette manière-là que moi je l'ai perçu, ce qui fait que dès le début je fais partie des gens qui n'ont eu aucun problème par rapport à sa fréquentation de ce salon-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il puisse avoir un sentiment en tout cas proche, vouloir appuyer la dame, l'aider dans son business. Mais quand je dis que Ousmane Sonko, maintenant, il doit savoir qu'il n'est plus un simple Sénégalais, qu'il aspire à être demain le président du Sénégal. Donc cet homme devrait quand même s'ouvrir à ses proches pour certains problèmes. Donc de là, moi, je vais poursuivre dans le même registre pour vous poser une question concernant l'organisation interne du parti. Comment le PASTEF est organisé? Y a-t-il des commissions, des bureaux? Comment c'est organisé? Moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de l'organisation. Effectivement, c'est avec un grand plaisir que je vais vous expliquer la structure centrale de PASTEF parce que d'abord, PASTEF, ce n'est pas les autres partis. Ce qu'on a l'habitude de voir au Sénégal, c'est un président de parti, comme on le voit notamment, excusez-moi, en tout cas ils vont m'excuser de parler d'eux, mais comme le PDS, où on a le président secrétaire général, pratiquement, qui de son bureau à Doha ou où que ce soit, va prendre son crayon, va écrire « je nomme tel à telle personne ». Non, c'est pas comme ça que ça se fonctionne. Nous, on est structuré autour d'un bureau politique qu'on appelle COPIL, le comité de pilotage, où on a différents bureaux centraux comme le secrétariat général, par exemple, finance, secrétariat général à la massification, ainsi de suite. Et chaque secrétariat général a son propre organigramme. Je vais parler du secrétariat national des finances que je connais bien, dont je suis membre. Le secrétariat national des finances a le secrétaire national des finances qui a un adjoint. Cet adjoint-là s'occupe des pôles qui sont dans, il y a, je pense, le pôle nord, pôle sud, etc. Il y a toujours des gens là-bas. Et il y a le secrétariat national adjoint qui est chargé de la diaspora à ma personne. Donc, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est finance du parti au niveau de la diaspora. Donc, tous ces projets-là que vous avez vus sur Internet, Bokona, même le dernier Némé Couture que vous avez vu sur Internet, je suis la personne avec une équipe qui avons piloté ce projet-là. D'accord. Donc, à partir du Canada, ouais. Donc vous vous organisez de telle sorte que vous êtes membre du comité des finances, du secrétariat général des finances, national des finances. Et puis donc ça veut dire que vous êtes souvent en contact, vous vous réunissez comment? Via les nouvelles plateformes, Teams? Effectivement, c'est comme vous le savez, moi pratiquement je participe très régulièrement à la réunion du secrétariat national des finances, cette réunion restreinte qui est moi, l'adjoint, le secrétaire national, ainsi de suite. Mais en même temps, au niveau de la diaspora, on a toute une équipe où il y a un représentant de chaque pays. Chaque mois, on fait une réunion. D'ailleurs, ce soir, j'ai une réunion. Souvent, on fait des réunions à des heures qui permettent au continent de pouvoir se voir. Souvent, les réunions, on les fait pendant que je suis à 6 heures du matin ici. Et les gens du Japon, ainsi de suite. D'ailleurs, ma femme me taquine tout le temps parce que parfois, lorsqu'on a des événements, je me réveille vers 4 h, 5 h du matin, sachant que les gens avec qui je travaille vont vouloir me parler et ne sauront pas nécessairement à quelle heure. Donc, je me réveille juste pour pouvoir parler aux gens de l'Asie, aux gens de l'Europe, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on est organisé. Chaque mois, on se réunit, on fait l'état des lieux, l'état de nos finances, l'état des projets que nous avons en cours, notamment le Bokona, ainsi de suite. Donc, et les initiatives que nous prenons, c'est le secrétariat qui le prend. Parfois, ça vient de la diaspora. On va déposer le projet au niveau du secrétariat qui va le déposer au niveau du COPIL. Le COPIL va le valider et nous, on se charge de gérer le comment. Quand vous dites COPIL, c'est le comité de pilotage. Le comité de pilotage qui est l'organe central dirigé par le président Ousmane Sonko. Par le président Ousmane Sonko. Mais y a-t-il un secrétariat général santé ou commission santé? Oui, c'est-à-dire, justement, là, j'ai parlé des secrétariats nationaux, mais il y a les mouvements.
il y a les mouvements, parmi les mouvements, il y a le mouvement des cadres. Dans le mouvement des cadres, c'est là qu'on a les 24 thématiques, notamment santé, agriculture et pêche, notamment économie, ainsi de suite. On a les 24 normalement dans notre programme tel qu'on le conçoit. Certains même vont aller jusqu'à dire que peut-être que ça sera ces 24 ministères-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui auront lieu, mais ce que je veux dire par là, c'est dans le mouvement des cadres qu'on a tous les secrétariats. C'est même ici, nous, au Canada, nous sommes plus ou moins composés de cette sorte. Nous avons une commission stratégie et programme. Dans cette commission-là, nous avons des thématiques. Toutes les ressources humaines que nous avons ici au Canada, on les a regroupées en pôles. Et ces gens-là sont en permanente réflexion par rapport à la situation du Sénégal, par rapport au comment on doit pouvoir changer ce Sénégal-là lorsqu'on prendra le pouvoir. Vous voulez dire qu'en ce moment, tout ce qui se fait au niveau interne au Sénégal, tout ce qui est piloté par le parti PASTEF au Sénégal, la réflexion a débuté ici au Canada? Pas débuté nécessairement, c'est ensemble qu'on le fait. C'est-à-dire, on a cette autonomie de pouvoir réfléchir sur des thématiques et d'aller présenter ça à Dakar pour dire nous avons pensé à ça. Et souvent, on réfléchit et en ce moment-là, sort souvent de ces réflexions-là un document conjoint travaillé par nous-mêmes de la diaspora et des gens du Sénégal. C'est exactement de la même manière que le programme Jotna a été travaillé, le programme du président Ousmane Sonko. Nous avions créé des comités où il y avait des gens partout de la diaspora. Actuellement, même le plus petit militant de PASTEF dans le Médina Yoro Fula sait comment utiliser Zoom parce qu'on utilise les outils de technologie là pour pouvoir nous réunir. Avec le programme Jotna, nous avions fait un travail de base ici que nous avons présenté à Dakar, évidemment, en nous basant sur le livre Solutions que notre président avait sorti avant où il a décliné sa vision. À partir de sa vision, nous avons formulé des projets, nous avons établi un programme, travaillé par les gens de la diaspora et la dernière mouture a été travaillée maintenant par un dernier comité créé, composé des gens qui sont ici et des gens qui sont au Sénégal. Avant que finalement, que tout soit révisé lorsque la coalition a eu lieu. Donc c'est un travail très organisé, très structuré et très bien réfléchi par des Sénégalais de la diaspora et du Sénégal. C'est pourquoi j'ai bien espoir qu'un jour, que les Sénégalais comprendront ce que nous voulons faire pour le Sénégal et nous donnerons notre chance pour qu'on puisse changer structurellement ce pays-là. Vraiment. Je vais revenir un peu au niveau du mouvement des cadres, mais qui concerne beaucoup plus la santé. Parce que c'est sûr que le problème aujourd'hui qu'il y a au Sénégal, c'est un problème de santé de votre leader qui a tout déclenché. Et quand il y a eu le problème Ousmane Sonko Adji Sarr, est-ce qu'il y a eu une réorganisation? Est-ce que le mouvement des cadres qui travaillent particulièrement sur la santé se sont retrouvés pour essayer de trouver une solution? Mais regardez, le problème vient juste de... Je ne dirais pas que ça vient juste de commencer, c'est depuis le mois de février. Ça fait à peine un mois et quelques. Il est sûr que présentement, on est tous en mode crise, pour dire la vérité. C'est récemment qu'on a recommencé à travailler, mais on était en mode crise là. Pratiquement, notre administrateur du parti est actuellement en prison, injustement emprisonné. Nous avons notre coordinateur de Dakar et plus de 51 jeunes patriotes qui sont actuellement en prison. Donc, notre problème présentement, c'est non moins la santé du président, même si ça nous préoccupe. D'ailleurs, il y a je vais venir, même si ça nous préoccupe, mais en tout cas, moi, personnellement, depuis, il y a une seule publication qui m'intéresse, c'est la libération de ces otages politiques-là, parce que c'est des jeunes qui croient en leur pays, c'est des jeunes qui croient en un idéal, c'est des jeunes qui n'ont pas commis de crimes. Donc ces gens-là, leur place, c'est vraiment pas en prison. Leur place, c'est dehors à travailler pour le Sénégal. Maintenant, concernant le problème précis du président Ousmane Sonko, vous avez vu hier ou avant-hier, il a été publié sur sa page Facebook, en tout cas sur Facebook, les militants de Pastef Chine ont acheté un lit genre, qui, en tout cas, je ne peux même pas dire les technicalités, mais je sais que ça va dans le sens de sa maladie. Je veux juste rassurer que si un problème, comme on dit, un problème connu est à moitié résolu dès lors qu'on en parle, c'est sûr que
c'était pas connu, mais actuellement, je pense que lorsque tout cela sera tassé, nous saurons certainement trouver les moyens pour travailler avec le président Sonko pour être sûr que ce problème de santé-là, qu'on puisse le prendre en charge, mais qu'on puisse surtout prendre en charge d'autres aspects qui pourraient éventuellement créer des problèmes. D'accord. Amadou Diouf, la lutte pour la conservation de la démocratie et du respect des institutions a mis le voile sur l'affaire Sonko-Adji Sarr. Peut-on dire qu'Ousmane Sonko a réussi à détourner cette affaire de mœurs en sa faveur jusqu'à le propulser sur l'international? Parce que maintenant, c'est sûr que M. Sonko avait fait des tournées pour un peu s'enquérir de ces différents militants qui sont dans différents pays dans le monde. Mais aujourd'hui, internationalement, Ousmane Sonko est connu. Non, justement, je vais reformuler. Pour moi, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui a réussi à se propulser sur la scène internationale, c'est notre agent marketing. Notre agent marketing, à savoir le président Macky Sall et son régime, qui, à chaque fois qu'il essaie de faire tomber Ousmane Sonko, a finalement le revers de la médaille. Parce que les Sénégalais ont compris que c'est à partir de rien qu'ils essaient de faire terrasser notre leader. Et heureusement pour nous que le travail qu'on a fait depuis les 4 dernières années, parce que nous, lorsqu'on est arrivé en politique, je me rappelle, l'objectif c'était, on avait très bien compris où est-ce que ça allait nous mener. Au début, lorsqu'on a commencé, tout le monde disait, notamment mon propre frère me disait, lorsque je lui avais dit que j'allais entrer dans PASTEF, il m'a dit, un fonctionnaire qui n'a pas d'argent, oublions ça, il ne pourra jamais réussir en politique. Mais nous avions compris qu'il y avait un discours, que si on était constant, si on continue à travailler, à parler aux Sénégalais, ils finiront par comprendre. Et on savait que ça allait être par étapes. La preuve, on savait que la diaspora qui comprend c'est quoi le développement, comment un pays développé doit se comporter, et ainsi de suite. La diaspora fait partie des premiers qui ont eu à épouser ce projet-là, notamment ici au Canada, où j'étais en 2017 le candidat de la coalition Ndaw Askan Wi, dirigé par Ousmane Sonko pour l'Amérique du Nord. Pour la première fois, la coalition dirigée par Ousmane Sonko avait gagné une coordination. Un pays, c'était le Canada. On savait que ça allait commencer quelque part. Dès lors que ça a commencé au Canada, par la suite, les intellectuels ont pris. Lorsque les intellectuels ont pris, par la suite, ça a commencé à aller dans la rue, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a réussi à bâtir une conscience citoyenne. Et avec les communications que nous faisons, les gens réfléchissent au point de savoir si quelque chose est viable ou pas. Et avec cette dernière tentative de faire tomber notre leader, très tôt, les gens ont compris que c'était un complot mal ficelé et les gens ont pris parti. On s'en réjouit de voir que le monde est au courant, on s'en réjouit de voir que le peuple est conscient et que le peuple est maintenant décidé à prendre son avenir en main. Et on ne peut que nous en réjouir, même si c'est très désolant. C'est très désolant, ça fait mal au cœur de voir à quel prix. De voir à quel prix. On n'aurait jamais souhaité voir des Sénégalais tomber, surtout des jeunes, voir nos jeunes... Avant de poursuivre, nous allons en revenir un peu plus loin. Vous, en tant que militant, si je vous ai bien compris, ce que vous venez de dire, vous voulez dire que la diaspora est la locomotive, on peut dire, oui. Pour avoir cette prétention. Non, c'est sûr que ça serait trop prétentieux de dire qu'on est la locomotive. Parce que quand même la personne principale qui a convaincu la majorité de la diaspora se trouve au Sénégal, à travers le président Ousmane Sonko. Mais je peux quand même, sans risque de me tromper, dire que nous faisons partie des premiers à réellement y croire, à essayer de développer des projets, ainsi de suite. Je pense que personne ne peut nous refuser que c'est ici qu'au Canada, ça l'histoire le retiendra, que Ousmane Sonko a eu à gagner pour la première fois à des élections. Donc, juste pour ça, quand même, le rôle de la diaspora n'est pas à négliger dans ce cas. Et je me rappelle de ces élections parce que j'avais couvert l'élection. Oui, l'élection, oui. Donc, en tant que militant des premières heures du PASTEF, comment avez-vous vécu l'annonce de cette information, Ousmane Sonko
a peut-être eu un rapport avec une fille sénégalaise et des rapports qui sont vraiment... parce que je ne veux pas prononcer le mot, mais vous connaissez ce que je veux dire. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en tant que personne responsable de PASTEF, lorsque des choses arrivent, ce n'est pas le premier événement qu'on a vécu au niveau de PASTEF. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des choses qui arrivent, la presse en parle, et ainsi de suite. Donc, les militants qui croient en nous, les militants qu'on a convaincus en réalité de venir vers PASTEF, viennent toujours vers nous. C'est pourquoi je vous ai dit les premiers jours, je dormais même pas, j'avais mon téléphone à côté pour répondre aux appels des militants qui voulaient s'enquérir de la situation. Mais quant à moi, au niveau personnel, je l'ai vécu avec beaucoup de sérénité, comme notre leader l'a vécu. Parce que notre engagement à PASTEF n'est pas d'abord un engagement pour un homme, c'est un engagement pour un idéal. Et on ne s'est pas engagé à PASTEF à la légère, Madame C. On s'est engagé à PASTEF parce que nous croyons au projet. Mais c'est parce que aussi, nous croyons à la personne, nous croyons au leader. C'est pas parce qu'il a parlé, qu'il parle bien, qu'il est charismatique qu'on est entré à PASTEF. Loin de là. Vous savez, lorsqu'on vit en Amérique du Nord et qu'on veut trouver un emploi, on a acquiert une certaine expérience qui nous permet de ne jamais entrer dans quelque chose. L'une des principales choses qui est importante lorsque dans un processus d'emploi ici, c'est les références. Parce que moi, lorsque j'ai écouté Ousmane Sonko parler, je vous le dis, j'avais l'impression que c'est moi qui lui dictais ce qu'il avait à dire. Donc, du point de vue du discours, il y avait une convergence totale. Mais je ne pouvais pas vivre l'erreur de dire que bon, je vais entrer parce que je l'ai écouté, il a bien parlé, il comprend ce qu'il y a à faire. Non, c'est pas comme ça qu'on est entré dans PASTEF. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps. Je pense que ça m'a pris 6 mois. Non seulement de réflexion, mais d'enquête, de moralité sur la personne avant d'entrer dans PASTEF. Parce que tel que je me connais, je ne suis pas la personne qui attendrait jusqu'à avoir 40 ans, d'avoir plus ou moins, entre guillemets, réussi dans sa vie, si je peux me le permettre, d'entrer dans quelque chose pour y sortir. Donc, il fallait que je m'assure que c'est le bon projet, mais surtout que je m'assure que c'est le bon leader. Et dans ce processus-là, j'ai rencontré des personnes qui l'ont connu depuis qu'il est tout jeune. Depuis qu'il est tout jeune aux HLM Néma. J'ai rencontré et j'ai parlé des gens qui l'ont connu à l'université de Saint-Louis. J'ai rencontré et j'ai parlé avec des gens qui l'ont connu en tant qu'inspecteur des impôts et des domaines. Donc, je ne me suis pas limité à voir l'homme avant d'entrer à PASTEF. J'ai fait des enquêtes sur 6 mois et je vous dis, après avoir collaboré toutes les enquêtes, le mot était clair. J'étais en face d'un homme, non seulement charismatique, mais un homme d'une valeur morale extraordinaire, hors du commun. C'est après avoir fait cette enquête-là que je suis entré à PASTEF. Donc, lorsque aujourd'hui on me dit que Sonko a fait ci, mon Dieu, il va falloir que vous me montrez des preuves très claires pour que je puisse y croire. Je n'y crois pas. Il peut être un homme valeureux, qui a beaucoup de valeurs, un homme respectable, un homme qui a sa parole et qui est digne et intègre, mais il reste quand même un être humain. Mais justement, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire d'erreur, mais il va falloir qu'on me le prouve. Justement, c'est ça la question. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais à mon âme inconsciente, la personne que je connais ne ferait pas ce qu'on lui reproche. Écoutez, les gens parlent de DSK, tu sais, il y a des gens qui ont été accusés de viol, mais ces gens-là, dès que les gens l'entendent, la plupart vont dire, ah, lui, c'est normal. C'est normal, parce que les gens les connaissent, c'est des hommes à femmes, on pouvait s'y attendre. Mais pour Ousmane Sonko, il ne peut pas attendre d'avoir 47 ou 46 ans, je ne me rappelle plus de son âge. Il ne peut pas avoir attendu d'avoir travaillé aussi fort dans sa vie pour aujourd'hui être parmi les gens qui sont prétendus pour diriger le pays, pour commencer à violer des femmes. Mais c'est juste ridicule, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi je n'y ai pas cru une seule minute depuis le début. Et aujourd'hui, je suis encore plus convaincu que mon leader est innocent. Mais c'est pourquoi même ceux qui ne sont pas membres du parti PASTEF lui reprochent quand même le fait même d'aller
dans ce genre d'endroit. Non, ça, je peux le comprendre, mais comme je l'ai dit au début, vous savez, on ne peut pas faire l'unanimité. Hein. Même ces sorties qu'il est en train de faire, je voyais ce matin les gens dire pourquoi il parle à Ahmed Khalifa Niasse, vous comprenez? Je veux dire que les gens ne sont jamais d'accord sur tout. Mais pendant que... Niasse, lui, c'est un homme politique. Pendant que moi, laissez-moi continuer, oui, pendant qu'un gars comme moi, je comprends tellement qu'aujourd'hui, l'homme d'unité que nous voulons, mais aujourd'hui, le président, moi, que je veux au Sénégal, j'ai l'impression que je commence à le voir. À travers cette affaire-là, j'ai vu le leader que je veux au Sénégal. Un leader qui est ouvert, qui sait parler à tout le monde, mais qui reste quand même ferme sur ses principes. Et c'est ce que je suis en train de voir. Et je suis très content et très heureux de mon choix d'il y a 5 ans ou 6 ans. Et si j'y croyais à 100% aujourd'hui, sachez, avec ce qui s'est passé, je suis à 5 fois plus à 500%. Mais je vais revenir un peu au problème que vous venez de soulever. Pourquoi certaines personnes pensent que le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, ne devrait pas s'allier à M. Ahmed Khalifa Niasse, qui sont seulement un leader politique, mais également un homme religieux, qui est un intellectuel, qui a eu un passé en tout cas de patriote, de combattant. Donc, ils ont des idées quand même qui convergent. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils puissent s'ouvrir aux autres. C'est ça que je veux comme président, personnellement. Parce que lorsqu'on est président, on veut être président de tous les Sénégalais. On ne peut pas juste président d'une certaine tranche de Sénégalais, de Sérère, de Diola, de tout couleur, ou bien... Non. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Et Ahmed Khalifa Niasse, comme vous l'avez dit, mais quand même son parcours en dit long sur la personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu. Et nous, tant pour autant qu'on garde notre identité de patriotisme, tant pour autant qu'on garde notre programme, mais on est prêt à s'allier avec tout le monde. Venez nous rencontrer. Si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes convaincu que la voie que le Sénégal a empruntée depuis 1960 n'est pas la bonne, et que vous voulez nous rejoindre pour cette nouvelle voie qui, nous croyons, va changer le Sénégal, mais Khairoun. Monsieur Diouf, en allant répondre à la convocation du juge, Ousmane Sonko a été arrêté et le peuple sénégalais s'est soulevé. Sur l'international ou également au niveau de la diaspora, il y a eu des mobilisations. Ici au Canada, vous avez organisé également des regroupements, vous avez manifesté. Parlez-nous un peu de l'organisation. Canada. Non, ça c'est important, comme vous l'avez vu. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, nous, au niveau de PASTEF, on est organisé et on est quelque part autonome aussi lorsqu'il s'agit des coordinations. Ici, la coordination PASTEF Canada que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années, dès que c'est arrivé, nous avons ce que l'on appelle, lorsqu'il y a urgence, nous avons un terme qu'on dit jotaay patriotique. On fait appel à un jotaay patriotique où tous les patriotes se retrouvent pour discuter de la situation. Et dès que c'est arrivé, à l'unanimité au Canada, comme toujours on a eu à être leader dans beaucoup de choses, on s'est dit on ne peut pas être en reste, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est ainsi que nous avons quand même établi un plan d'action par rapport à cette situation-là. Vous l'avez fait quand même un peu plus tardivement parce que si je me souviens bien, la France et les États-Unis, ils ont manifesté avant. Oui. On n'a pas manifesté en premier parce que, n'oubliez pas, le Québec était dans une zone rouge. Là, je parle de la pandémie. Donc, lorsque c'est arrivé, nous n'avions pas le droit de manifester. En ce moment-là, il n'y avait pas autorisation à des regroupements au Canada. Évidemment, on s'est réunis. Il y en a même qui pensaient qu'on devait quand même, ne serait-ce que pour la symbolique, se réunir. Mais je fais partie des gens qui croient que nous devons respecter, nous devons rester républicains. Le Canada ne nous a rien fait et c'est un pays qui nous a très bien accueillis. On doit respecter les lois du Canada. C'est pourquoi nous n'avons pas réuni. C'est au moment où qu'ils ont levé cette mesure d'interdiction de rassemblement, c'est là qu'on en a profité et qu'on a commencé nos premiers rassemblements. Au-delà de ces rassemblements-là aussi, on a écrit un mémorandum qu'on a envoyé au Premier ministre Justin Trudeau et qu'on a demandé à tous les militants de PASTEF d'envoyer ça à leurs députés. C'est pour tenir alerte
député de circonscription. Donc moi, je l'ai envoyé à mon député libéral. On l'a tous fait pour tenir alerte la communauté internationale de ce qui se passe au Sénégal, pour dire alerte au danger. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de discréditer un peu l'image du Sénégal en y allant aussi vite en besogne? Mais on ne discrédite rien du tout, on dit juste la vérité. Le Sénégal est un pays que nous aimons, c'est notre pays. On serait les plus fiers au monde si aujourd'hui on ne disait que du bien du Sénégal. Mais malheureusement, s'il n'y a pas de bien à dire, on ne le dira pas. C'est une situation qui existe. C'est parce que nous aimons notre pays qu'on est en train d'alerter. Parce qu'on sait que notre préfet que nous avons au Sénégal, il écoute beaucoup ce qui se passe à l'international. Peut-être si la France parlait, peut-être si Justin Trudeau parlait. Mais quand vous dites préfet, là, vous commencez à me... Je me perds, là. Vous parlez de qui? Je parle de notre président de la République qui semble se comporter comme un préfet de la République française. Parce que lorsque un président de la République semble se préoccuper plus de ce qui se passe en France, lorsqu'il lorsqu'il défend plus les intérêts des Occidentaux, des intérêts des multinationaux, mais c'est dans ce sens qu'on l'appelle, évidemment, c'est caricaturé que de l'appeler le préfet, mais évidemment, c'est lui quand même qui est notre président légalement de la République du Sénégal, et cela jusqu'en 2024. Donc aujourd'hui, M. Diouf, l'un des plus grands militants du parti aux États-Unis, Ousmane Tounkara, est en détention. Qu'est-ce que vous pensez des accusations en son encontre? D'abord, il faut bien préciser. Ousmane Tounkara est-il militant de PASTEF? Est-ce qu'il est militant de PASTEF? Est-ce qu'il est militant? Oui, parce que vous avez dit l'un des plus grands militants, je suis désolé. Lui-même, il le dit, il n'est pas de PASTEF. Ah oui? Non, il n'est pas de PASTEF. Donc, c'est sûr, c'est un supporter de Ousmane Sonko. C'est un grand supporter du militantisme. Donc, lui, c'est ceux autres qu'on appelle comment on les appelle, le terme? Ils se disent activistes. Activiste, justement, c'est le terme que j'ai. C'est un activiste. Regardez, moi, ce que je pense sincèrement... Un activiste qui, quotidiennement, fait des vidéos qui soutiennent... En tout cas, il y profère des idées qui soutiennent vraiment l'œuvre ou bien les actions d'Ousmane Sonko. Il parle tout le temps du parti PASTEF. Aujourd'hui, vous dites, est-ce qu'il est? Vous vous posez des questions. Mais il a bien dit non, je ne me pose même pas de questions. En fait, c'est à vous que je posais la question parce que c'est vous qui avez dit un des plus grands militants. Ben oui, c'était juste pour... Non, non, c'est pas le cas. Justement, il faut revoir ces vidéos. Il a toujours dit qu'il n'est pas de PASTEF. Lui, il supporte Ousmane Sonko. Donc, ce qu'il dit n'engage pas PASTEF, ça l'engage lui en tant que personne. Mais, malgré tout, écoutez, je ne peux pas dire que je suis d'accord mot pour mot de tout ce qu'il dit, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui, à travers ses vidéos, a montré qu'il aimait son pays. Parce que nous tous, Madame Si, on pouvait se permettre de tourner le dos à ce pays-là, de vivre tranquillement notre vie et d'aller en vacances et de revenir. Je suis sûr qu'il est en position de pouvoir faire ça. Mais pourquoi on s'active? Pourquoi on se fatigue? Pourquoi on est tout le temps là à nous braquer vers le Sénégal? C'est parce que nous aimons fondamentalement ce pays. Je suis convaincu qu'il fait partie de ces gens-là qui adorent leur pays, qui ne peuvent pas supporter ce qui se passe. On n'a pas les mêmes manières d'y aller, par exemple, par rapport à une situation. Un gars comme moi, malgré que je suis politique et tout, je fais du travail underground plus ou moins, dans le sens où je suis pas très visible, etc. Mais ça, c'est ma nature, c'est ma manière de voir les choses. D'autres pensent qu'ils doivent faire des lives, ainsi de suite. Mais je mets tout ça là dans le combat patriotique, parce que tout ce que nous voulons, c'est que le Sénégal soit sur les rails. Tout ce que nous voulons, c'est que les leaders que nous avons aujourd'hui, les gens qui dirigent notre pays, pensent à cette jeunesse-là, pensent à comment faire et commencent enfin à agir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez soutenir M. Tounkara, Ousmane Tounkara, dans les problèmes Mais écoutez, en tant qu'individu, Amadou Chérif Diouf, s'il y a quelque chose que je peux faire pour Moussa Tounkara, je le ferai. Et ça, je l'assume. Parce que je sais que, même si parfois on peut considérer qu'il a eu des égards de langage, je sais qu'il est fondamentalement patriote et qu'il adore son pays. Donc,
le fait de l'accuser de terroriste, le président l'a déjà, le Sénégal l'a déjà fait avec Assane Diouf. C'est dommage parce que ce gars-là, il était aux États-Unis. Il prenait en charge sa famille aux États-Unis et au Sénégal. Ils l'ont envoyé au Sénégal, comme on le dit entre guillemets, pour toroxal ko. Lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on dirige un pays, pour moi, le patriotisme, c'est au-delà d'aimer son pays, c'est d'aimer tous les fils de ton pays. D'aimer les fils et les filles de ton pays, les hommes et les femmes. Chaque Sénégalais que tu vois, que tu le considères comme ton frère, de même père et de même mère. Et si nos leaders aujourd'hui regardaient Ousmane Tounkara comme tel, je pense qu'ils iront par d'autres moyens que de l'accuser de terroriste, parce que tout le monde sait qu'il n'est pas un terroriste. Moi, j'en suis convaincu. Mais de toute façon, il n'a pas l'air d'être un terroriste. Il n'y a pas de Sénégalais terroristes, je vous le dis. On est pacifistes, je t'assure. Des personnes très pacifiques. Mais n'a-t-il pas pris lui aussi quand même trop de risques en tout cas parlant d'une manière aussi violente parfois? Non, comme je dis, écoutez, on peut le prendre comme on veut, on va dire qu'il a pris des risques, etc. Mais je le mets juste dans la passion par rapport à la situation. Vous voyez, on ne réagit pas tous de la même manière. Moi, personnellement, les gens me refusent, Chérif, tu ne parles jamais parce que je suis une personne assez introvertie qui est tout le temps dans la réflexion stratégique, qu'est-ce qu'on doit faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en dedans, comme on dit les Québécois, mais ça bouillonne parce que j'ai très mal de voir ce qui arrive à notre pays. D'autres personnes vont réagir autrement. C'est le cas de Ousmane Tounkara, je suis sûr qu'il a réagi autrement, mais jusqu'à le traiter de terroriste, je pense que les gens sont allés trop loin. Il n'est pas un terroriste et ça, j'en suis convaincu. Donc, M. Diouf, nous remarquons aussi que le parti PASTEF, en tout cas ceux qui se disent militants, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes s'attribuant le titre d'activiste comme M. Ousmane Tounkara font des sorties quotidiennes sur Internet pour débattre, contrer, dénoncer ou accuser. Les termes peuvent parfois être violents. Comment expliquez-vous cette attitude? Non, regardez, on est déjà dans un ère qu'il faut comprendre. L'ère de télésupports, comme on dit. C'est l'ère où l'information n'est plus détenue par les journalistes ou qui que ce soit. Chaque personne qui a son téléphone et sa connexion peut se permettre de parler. Voyez-vous? N'est-ce pas un danger? Mais c'est un problème dans le cadre général. Mais écoutez, c'est la liberté d'expression aussi. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Maintenant, attribuer ces affaires-là à passer, c'est ça qu'il faudra faire la différence. Il y a des gens qui sont habilités à parler au nom de PASTEF. Et cite-moi une seule personne qui est responsable de PASTEF, qui est habilitée à parler pour PASTEF, qui a une fois fait même une déclaration malcommode. À PASTEF, nous avons une école du parti. Nos militants sont formés. Ils savent c'est quoi les éléments de langage, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut... Vous comprenez? Maintenant, et on sait, et on a découvert qu'avec le temps, qu'il y a même certains de nos adversaires qui utilisent cette image-là de PASTEF pour pouvoir nous détruire. Ils vont créer des faux comptes. Regardez, récemment, j'ai vu ça passer sur Internet. Les gens ont publié des faux comptes. Lorsqu'on rentre dans le compte, ces gens-là sont seuls. Ils n'ont même pas 10 amis. Et ces gens-là, on regarde leur publication que des insultes envers nos leaders et nos religieux. Et ils mettent Ousmane Sonko sur leur profil, sur leur, comment ça s'appelle, photo de profil. Mais ça, c'est pas, on ne peut pas être responsable de ça. De toute façon, notre leader, lors du Magal de Touba, je pense, est sorti pour dire tous les gens qui insultent, surtout ceux qui insultent nos chefs religieux, ne sont pas de PASTEF. Mais ce n'est pas seulement les chefs religieux qui sont attaqués. Les journalistes, ils sont attaqués aussi. D'autres personnes qui parlent quand ils sont invités dans des débats, ils sont menacés. Moi, je suis les lives, je vois. Et puis ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Écoutez, comme je dis, écoutez, nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de tous les gens qui parlent sur Internet. PASTEF, c'est un parti bien structuré. Si vous venez au niveau de PASTEF Canada, on vous dira que c'est Chérif Diouf le coordinateur. C'est Amidou Diaw qui est son adjoint. C'est Lamine Niang qui s'occupe de... Disons,
on vous dira qui sont les responsables, qui sont les gens habilités à parler pour Pastef. Maintenant, un autre Sénégalais qui est au Canada, qui aime Ousmane Sonko, qui met sa photo de profil Ousmane Sonko, qui dit ce qu'il veut, ou qui menace, ou quels que soient les termes que vous avez utilisés, ce n'est pas de notre responsabilité. On n'a rien à dire par rapport à ça. Parce que qui connaît Ousmane Sonko, qui connaît les leaders et les responsables de Pastef savent qu'on n'est pas dans les menaces. D'ailleurs, c'est nous qui avons amené dans le paysage politique sénégalais cet argumentaire-là de parler réellement des enjeux qui concernent le Sénégal. Donc, d'accord, il n'y a pas de problème, mais est-ce que l'heure quand même n'est pas venu de ramener les troupes, faire des sorties, comme vous le faites très quotidiennement sur les problèmes qui concernent le pays, dire aux militants, dire au monde entier que le parti ne fonctionne pas ainsi, que les internautes doivent revoir leur... Combien de fois voulez-vous qu'on le fasse? Combien de fois on a sorti des communiqués? Le président Ousmane Sonko même l'a fait, l'administrateur du parti Birame Souleye Diop. Je vous dis, on a communiqué et communiqué et communiqué là-dessus. Mais on ne peut pas passer notre temps à dire aux gens faire ci, faire ça. Ce que nous pouvons, c'est dégager notre responsabilité par rapport au comportement de certains et continuer notre chemin. Parce qu'au finish, ce que nous voulons, nous, notre préoccupation, ce qui nous empêche de dormir, ce n'est pas non seulement amener Ousmane Sonko au palais, c'est surtout les transformations structurelles que nous voulons faire de ce pays-là. C'est ça qui nous empêche de dormir, pas autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure d'école de parti. Je pense que si vous voulez qu'il y ait une évolution au niveau du Sénégal, le citoyen sénégalais doit être mieux éduqué. Mais je sais que les Sénégalais sont très éduqués, instruits, mais vous devez quand même, en tout cas, investir dans la formation. Comment fonctionne l'école de parti du PASTEF? Comment vous faites? Mais l'école de parti, comme j'ai dit, le secrétariat, comme j'ai parlé tout à l'heure des secrétariats nationaux, c'est comme un secrétariat de l'école du parti où il y a un directeur de l'école du parti qui a un adjoint, qui a ses démembrements un peu partout, même dans la diaspora. Actuellement, nous avons au niveau du Canada des membres du secrétariat de l'école du parti. Ils montent des formations, parfois même des capsules de formation, de petits modules, et ils sont en train de le faire un peu partout. Parfois, le gars qui est à Dakar peut fournir des formations pour quelqu'un qui est à Japon. Quelqu'un peut être ici au Canada et fournir des formations dans le Mbelakadia ou dans le Sine. Donc, c'est de manière continue et perpétuelle. C'est l'occasion de remercier le grand Moustapha Sarré qui est le directeur de l'école du parti et surtout notre représentant dans l'école du parti ici, à savoir notre grand Mokhtar Fall qui est à Ottawa. D'accord. Le 8 mars 2021, la médiation des familles religieuses du Sénégal et la société civile aussi a permis d'arrêter les violentes manifestations qui avaient mis le pays dans le chaos total. Aujourd'hui, on parle de 12 morts et des centaines de blessés. Le Sénégal sera marqué à jamais. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que les Sénégalais soient plus regardants sur leur choix de leader, mettre les sentiments et certaines croyances de côté, n'avoir que l'objectivité et les actes posés comme baromètre? Écoutez, je ne pouvais pas le dire mieux que vous l'avez dit. Ce que vous venez de dire, c'est notre combat depuis 2014. Ce que vous venez de dire, c'est la raison d'être de PASTEF. Ousmane Sonko n'a jamais rêvé faire de la politique de sa vie. Sinon, il n'aurait pas attendu d'avoir l'âge qu'il a eu pour entrer en politique. Moi qui vous parle, je n'ai jamais rêvé de faire de la politique. C'est qu'à un moment, nous avons vu que ce pays-là que nous aimons tant, si nous qui y croyons, si nous qui croyons avoir les valeurs, nous qui croyons avoir les connaissances pour changer ce pays-là, si on ne se lève pas pour faire quelque chose, ce pays-là n'ira nulle part. C'est là qu'on a pris notre courage à deux mains. Et depuis 2014, tout ce que nous avons comme connaissance, comme moyen, on le met pour l'aboutissement de ce projet-là. On parle aux Sénégalais pour leur dire, vous n'avez pas besoin de ces leaders-là qui sont entrés dans un gouvernement, qui ont volé de l'argent public pour venir vous le redonner pour que vous ne réélisiez. On dit aux Sénégalais, comment choisir? Il ne suffit plus d'entendre quelqu'un, d'écouter quelqu'un qui vient nous dire, à l'image de notre président actuel qui nous disait, lorsque je serai président, ma mission, ça ne serait pas de construire des autoroutes, etc. C'est d'établir l'état de droit. On sait que ce qu'il a fait, c'est tout à fait le contraire. Mais le problème qu'on avait, pourquoi on l'avait élu, c'est parce que on n'avait pas regardé le parcours.
Parce que si on avait regardé de près le parcours, on n'aurait jamais cru à ces paroles. Pourquoi? Mais le parcours du président Macky Sall n'avait rien qui pouvait nous prédire qu'il allait faire ce qu'il avait promis. Regardez, tout le monde sait que c'est lui qui était allé voter, je pense à Fatick, il n'avait pas de carte d'identité, il avait forcé la main pour aller voter. Après combien d'années? Ah oui, non, ça tout le monde en parle. C'est le président Macky Sall qui, tout le monde le sait, avant qu'il n'entre au pouvoir, bon, était un gorgolo, comme on le dit aux Sénégalais. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Un Sénégalais qui a étudié au Sénégal, dans les universités sénégalaises, qui a réussi au Sénégal jusqu'à devenir président, mais c'est quand même... Mais regardez, laissez-moi continuer mon argumentaire. Voilà un homme qui était un gorgolo qui, après quelques années passées au pouvoir en tant que directeur général, premier ministre, etc., nous a fait une déclaration de patrimoine approximative de 8 milliards. Vous pensez que ça c'est normal? C'est absolument pas. Et vous entendez souvent notre président le dire. Et je fais partie des gens, je me rappelle lorsqu'il est venu ici, qui l'encourageait à continuer à dire ça. Pour que nul n'en ignore. Si vous êtes à Pastef, si vous croyez à ce projet-là, si votre ambition c'est d'être milliardaire, allez-y créer un autre business ailleurs. Parce que ce sont les businessmen qui sont supposés être des milliardaires, pas des politiciens. On est ici au Canada, on sait ce qui se passe. Moi, j'ai la chance de travailler comme conseiller en gestion de patrimoine où je travaille avec des gens qui ont de l'argent. Ce sont les businessmen qui ont de l'argent, les politiciens n'ont pas de l'argent. Comment au Sénégal pouvons-nous nous permettre quelqu'un qui entre au pouvoir 2 ans, 3 ans après, il commence à devenir milliardaire? C'est absolument pas normal. C'est l'argent du contribuable que ces gens-là mettent dans leur poche pour amener leurs enfants au Canada, aux États-Unis, etc. Il faut que cela cesse, Madame Si. C'est pour ça qu'on est entré au pouvoir, qu'on est entré, excusez-moi, en politique. Et nous pensons sincèrement avoir le leader. Vous pensez que Ousmane Sonko, lui, c'est la bonne personne? Son parcours en dit beaucoup sur la personne. Et comme je vous ai dit tantôt, moi, l'enquête de moralité que j'ai faite sur la personne fait que je lui fais confiance à 100% que ce n'est pas quelqu'un qui, au pouvoir, va chercher à s'enrichir, plutôt à enrichir les Sénégalais. Mais quand il parle de mortal combat, des termes qu'il utilise, mortal combat, ou bien la deuxième vague sera plus terrible, ou bien, c'est des mots qui font peur. Peut-être qu'il a la carrure, il est charismatique, on peut l'apprécier pour son projet. Mais utiliser certains mots, ça peut faire peur quand même, ça peut faire reculer certaines personnes, peut-être même qu'ils l'apprécient de loin. Non, je peux comprendre, hein. Chacun a son appréciation. Je sais parfois, il peut lui-même faire des erreurs en termes de mots à utiliser. Mais cela ne change pas. Là où nous sommes en ce moment au Sénégal, je pense que nous n'avons plus le droit de choisir quelqu'un juste parce que il a son projet, certes, qui... en tout cas, sied bien à ce que les populations veulent, mais il nous faut le bon leader, celui qui va mener, mais pas celui qui va nous bouleverser. Finalement, je suis avec vous. Et comme je vous l'ai dit, je suis obligé de tout le temps de retourner en arrière lorsque vous insistez pour dire que nous, on n'est pas entré en politique parce que on a entendu ou écouté Ousmane Sonko parler. Ça nous a pris des mois d'enquête de moralité, commençant lorsqu'il était petit jusqu'à l'université, jusqu'à au conseil, jusqu'à comment ça s'appelle, à la direction générale des impôts et domaines. Et entre autres, je vais vous donner quand même un des témoignages qui m'a... En tout cas, ça fait partie des témoignages qui m'ont fait comprendre et croire definitely que le gars-là, non seulement il peut être mon leader, mais je suis sûr qu'il peut être un bon président pour le Sénégal. Cet ami dont je parle, lorsque je suis parti au Sénégal, lorsque j'étais dans l'hésitation d'entrer à Pastef ou pas, moi j'ai fait mes études au Sénégal jusqu'à ma maîtrise. Hein. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'administration sénégalaise, des gouverneurs et ainsi de suite. L'ami dont je vous parle, il est actuellement une autorité dans l'administration sénégalaise. Il ne fait pas de la politique. Lorsque je suis allé voir un autre ami, il m'a dit, appelle tel ami. Lui, il a travaillé avec Sonko, il te dira ce qu'il pense de lui.
je l'ai appelé pour lui dire, mais boy, écoute, voilà ce qui se passe. Moi, sincèrement, je pense que c'est le temps pour moi d'entrer en politique parce que je ne peux plus supporter ce qui se passe dans ce pays-là. Et j'ai vu le gars Sonko, il me plaît bien, le discours est bon, mais je veux que tu me parles de lui. Il me dit, Chérif, je dis oui. Il me dit, ce que tu vois à la télé. J'ai dit oui, il me dit c'est ça. Je n'ai pas en réalité beaucoup de mots pour résumer la situation. Ce que tu vois à la télé, c'est ça. Parce que moi, le gars, j'ai été dans son équipe pendant 2 ans. On allait auditer les entreprises ensemble. Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'être passé par les mains de Ousmane Sonko. Parce que lorsque je marche dans l'administration sénégalaise, la tête haute, je suis sûr que c'est grâce à Ousmane Sonko. Parce que lui, il ne pense pas personnellement qu'il avait les armes nécessaires pour faire face à la corruption. Il est convaincu que s'il était passé par d'autres inspecteurs corrompus, peut-être qu'il serait comme tout le monde. Mais le fait d'être passé par Ousmane Sonko, de voir le gars à quel point il est solide, comment il fait face aux tentatives, comment il fait face à, j'essaie de voir le terme, comment il fait face à la tentation. C'est ça qui l'a rendu solide lui-même. Et il a continué dans ce sens, même après qu'il ait quitté Ousmane Sonko. Donc il dit, toute sa crédibilité aujourd'hui au sein de l'administration, il le doit à Ousmane Sonko, ginnaaw Yàlla, comme on dit. Ça fait partie des témoignages qui m'ont convaincu parce que mon ami est une autorité dans l'administration sénégalaise. Il n'a aucune raison de me mentir. Et c'est une expérience qu'il a vécue avec le gars, entre autres. Il m'en a dit d'autres choses, mais évidemment, on ne va pas être là à raconter, mais voilà. Okay. Donc, nous allons poursuivre. Au moment où il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, nous allons bientôt finir l'interview. Au moment où toute la nation réclame de l'apaisement, Adji Sarr, la présumée victime tant réclamée, apparaît dans une interview. Est-ce que vous l'avez écouté? Je vous dis, j'ai écouté des extraits, j'en étais pas capable. Sincèrement, lorsque j'ai écouté un peu, j'ai arrêté. Parce que d'abord, pour moi, le timing n'était vraiment pas approprié. Après que le calife s'est prononcé, après que tout le monde ait décidé de rester tranquille, qu'il sorte cette affaire-là, je trouve que c'est pas élégant. Et juste la regarder, moi je la regarde, je pense à ma petite sœur, tu comprends? Parce que, advenant même qu'elle ait vécu ce qu'elle a dit, j'aurais été son grand frère, je lui aurais jamais demandé de se mettre devant la caméra. Cette fille-là doit pouvoir se marier aujourd'hui, un jour. Cette fille-là doit pouvoir refaire sa vie. Comment lui faire vivre cette humiliation-là? Je trouve ça terrible. De toute façon, le dossier est pendant en justice. Si elle est sûre de ce qu'elle dit, mais ça se fera en huis clos en justice. Elle aura à dire ce qu'elle a à dire. Avait-elle besoin d'aller en direct? Et pratiquement un film quelque part pornographique. Parce que je n'ai pas tout suivi, comme je vous ai dit, mais à la force des choses, avec les extraits qu'on nous envoie passer par là, je sais ce qui a été dit parce que, bon, on ne peut pas échapper aux messages WhatsApp qu'on nous envoie, mais je ne pouvais pas regarder ça parce que j'avais mal. J'avais mal pour elle plus que pour autre chose. Parce que je vois une fille timide, entre guillemets, peut-être qu'elle ne l'est même pas. Mais en tout cas, je la vois, je ne voyais pas une personne qui était à l'aise. Et je me dis... Après l'interview, il y a une vidéo d'elle ou un snap où elle rigolait avec un autre. Oui, on a vu, tu sais, moi, les vidéos que je vois, je ne les crois pas nécessairement. Je me demandais même si c'est elle. Je suis très sceptique par rapport à ce que je vois sur Internet parce que, bon, je ne sais pas. Mais bref, elle semble manipuler et je suis vraiment désolé, surtout une sœur sérère comme moi. Je suis vraiment désolé pour elle. J'espère qu'elle pourra refaire sa vie, quoi, après cette affaire-là. Parce que ces vidéos-là vont la suivre toute sa vie. Et j'aurais été son coach, je lui aurais jamais demandé de s'exposer comme ça. Parce que, pas pour Sonko, mais pour elle. D'accord. Avant de clore, je rappelle que vous avez failli être un député de la diaspora au niveau des Amériques et Océanie. Donc, comment se passe en ce moment le mandat de celui qui a été Monsieur Aboubakry Diallo, je crois? Comment ça se passe avec lui? Parce que vraiment, en tout cas, peut-être que c'est personnel, mais j'ai pas eu de nouvelles de ses activités ou de comment ça se passe. Regardez, c'est sûr que cette question-là, c'est plutôt à lui d'y répondre.
Parce que c'est à lui que les Sénégalais d'Amérique et Océanie ont confié la mission d'être leur député. Mais à ce que j'en cherche moi, le gars, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu intervenir à l'Assemblée nationale. Je ne l'ai jamais vu faire une communication, encore moins faire quelque chose pour les Sénégalais d'Amérique du Nord et des Océanies et Amérique du Sud. Je trouve ça terrible. D'ailleurs, lorsqu'il faisait sa campagne, c'était la même chose. Moi, j'avais vu ça venir. Parce que lorsqu'il faisait sa campagne, pratiquement, il ne faisait pas de communication. Parce que tout le monde disait que c'est le frère au ministre des Finances actuel. Donc, il a été juste choisi parce que bon, c'est le frère du ministre. Donc, finalement, c'est l'argent-là qu'on paye à cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Moi, je vous dis, le programme que j'avais, le programme que nous avions, je n'aurais pas fait 2 ans de mandat sans pour autant que les Sénégalais sachent pourquoi on nous a confié cette mission-là. Parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on avait prévues pour les Sénégalais. D'autres députés, je peux donner l'exemple du député Morgan au niveau de l'Espagne. Oui, Espagne, je pense, Portugal et autres. Mais celui des Amériques et Océanie, on n'a pas de nouvelles. Il a disparu de toute façon. Peut-être que du fait du frère qui est très réseauté, qui est au haut niveau, donc son mandat est réglé, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, je me demande comment ces gens-là dorment la nuit, quoi. Aller chercher un salaire pour quelque chose, pour une mission qu'on ne fait pas. Je suis désolé, mais comme on dit, l'eau de faire ça, quoi. C'est lorsqu'on travaille et qu'on nous paye un salaire, on doit mériter ce salaire-là. Et lui, son travail, c'est d'être le député Amérique du Nord, Océanie, whatever. Donc, on l'aurait vu au moins une fois à l'Assemblée nationale parler, venir nous rencontrer, les Sénégalais du Canada, s'enquérir de notre situation. On aurait apprécié ça, mais malheureusement, c'est zéro là. Mais lors du Némékou Tour, vous avez eu combien de millions? Némékou Tour, ça a été annoncé 125 millions. 125 millions, un peu moins de 126 millions. Et ça n'a rien à voir avec l'autre projet qu'on appelle Grand Donateur, où il y en avait 80 et quelques millions de promesses. Donc, ça continue. Promesses, mais... De promesses, c'est-à-dire de promesses, il y a des gens qui avaient promis de donner un certain montant et ils donnent là, ça continue là. Mais certains nous disent, en tout cas des idées prolifèrent là, qu'il y aurait peut-être des personnes tapis dans l'ombre qui financent un peu, qui rajoutent. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas une idée aussi ridicule. Je vous dis, il n'y a pas une idée aussi ridicule que de penser que PASTEF, il y a des forces tapis dans l'ombre. Nos plus grands donateurs, souvent, vous savez, notre projet de grand donateur que j'ai l'honneur de piloter moi-même d'ici là. Vous savez combien on demande aux grands donateurs? 1 million. À 1 million, tu penses que tu peux financer un parti? Parce que nous, on a fait un choix dès le début que nous allons compter sur les Sénégalais, pas sur des Sénégalais, pour ne pas avoir notre président quelque part pris au piège pour être obligé d'être reconnaissant envers qui que ce soit. Si c'est des milliers de Sénégalais qui ont financé la campagne de Ousmane Sonko, lorsqu'il sera président de la République, il sera reconnaissant qu'aux Sénégalais. Parce que tu ne peux pas dire 1000 Sénégalais, je vais donner des milliers de Sénégalais, je vais donner à chaque Sénégalais un contrat ou quoi que ce soit. Il saura que sa mission, c'est de travailler pour tout le monde. C'était ça l'idée, en fait, de notre financement du Némékou Tour, le Bokuna avant, etc. D'accord, mais vouloir régler le problème de tous les Sénégalais, du chômage, n'est-ce pas trop ambitieux? Est-ce que demain là, si Ousmane Sonko est nommé président, il n'aura pas de problème? Écoutez, ça dépend des attentes des gens. Personne n'a dit que le premier jour, il vient, bam, tout est réglé. Mais le développement d'un pays, ça ne se fait pas en une journée et en 2 jours. Mais ce que nous voulons à travers le président Ousmane Sonko, au moins de mettre les bases structurelles. Parfait. Les bases. C'est ça que nous voulons. Et je peux vous en dire beaucoup, les bases, c'est sur l'accès à l'éducation. Comment pouvez-vous penser actuellement au Sénégal qu'on parle d'abri provisoire? C'est inadmissible. Après 5 ans de pouvoir à Ousmane Sonko, on n'en parlerait plus. C'est moi qui vous le promets. Comment pouvez-vous comprendre que dans un Médina Yoro Foulah, au Sénégal, aucun Sénégalais ne doit faire 100 km de route pour avoir accès à certains soins médicaux.
Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est des affaires que nous comptons changer dès les premières années. Nos ressources naturelles. Pas plus tard que ce matin, parce que moi, je fais beaucoup de recherches par rapport aux pays qui s'en sont sortis. Pas nécessairement les pays comme le Canada qui s'en sortent depuis pratiquement belle lurette, mais les derniers pays, Botswana, Éthiopie, ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Et la base, c'est ce que nous appelons les Sénégalais à venir, c'est le patriotisme. Le patriotisme, de retourner les biens du Sénégal aux Sénégalais. Juste si on réussissait à éliminer la corruption, éliminer, ça ne va pas dire zéro là. Mais tous les pays, ce qu'ils ont en commun, tous ces pays-là dont je viens de vous citer, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des leaders qui sont intransigeants par rapport à la corruption. Corruption zéro. C'est comme ça que Paul Kagame a réussi à faire quand même développer, en tout cas à Botswana, c'est la même chose. Tu vois, en Éthiopie, bref, les gens travaillent beaucoup sur le problème de la corruption pour que chaque citoyen de ce pays-là sache que ce qui appartient au pays doit rester au pays, doit servir au pays. C'est malheureusement ce que nous n'avons pas. Chez nous, au Sénégal, au lieu de reculer la corruption, nous avons vu ce que notre président en a fait. Écoutez, espérons qu'il va terminer en paix et qu'il arrête toutes ces affaires-là qu'il est en train de faire, qu'il déstabilise notre pays, qu'il organise des élections transparentes pour que les Sénégalais choisissent le meilleur candidat et nous espérons que ça sera notre président Ousmane Sonko. Merci Monsieur Amadou Chérif Diouf de nous avoir accordé cette émission, une rencontre que nous avons toujours voulu. Merci à vous de vous être déplacé. Regardez, il fait froid. Mais écoutez, j'espère que les auditeurs et les téléspectateurs qui vont regarder vont aimer cette interview-là et vive le Sénégal. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre numéro de Parole à la Diaspora.